plus de la moitié de la cocaïne du monde y est produite. Sur la fin du XXe siècle, on comptait entre 20 et 25 000 homicides par an, soit un meurtre tous les 2000 habitants. La Colombie. C'est le pays d'origine du plus célèbre baron de la drogue de l'histoire, Pablo Escobar, mais aussi de 3 des 5 tueurs en série les plus meurtriers que le monde n'ait jamais connus. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que les Colombiens sont taillés pour être des criminels? Bien sûr que non. Des monstres, il y en a tout autour du globe. Ce qui rend ce pays si spécial, c'est que ces esprits malades pouvaient y agir impunément. Alors aujourd'hui, on va vous raconter leur histoire et vous expliquer pourquoi. Pourquoi un lieu au paysage aussi splendide s'est soudainement retrouvé être le terrain de jeu des pires serial killers de l'histoire. D'ailleurs, si ça se trouve, un de vos ancêtres a vécu en Colombie à cette époque. Qui sait, il était peut-être lui aussi une victime. Ou un tueur. Une seule façon de le savoir, MyHeritage, notre partenaire sur cette vidéo. C'est le service d'histoire familiale numéro 1. Ils ont à leur disposition plus de 19 milliards de documents historiques. Et en rentrant seulement vos infos et celles de membres de votre famille proche, ils sont capables de reconstruire votre arbre généalogique. C'est hyper intuitif et simple d'utilisation. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils accompagnent tout ça d'anecdotes et d'infos. Même si ne vous connaissez pas grand chose sur votre famille, MyHeritage va trouver des parents et des dossiers sur eux. Par exemple, moi j'ai découvert que j'ai une arrière-grand-tante qui a été béatifiée puis canonisée. Elle a son propre chemin de pèlerinage, il y a même des fanarts d'elle sur internet. J'ai aussi un ancêtre qui a été sous-lieutenant pendant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est trop facile d'y passer des heures. On peut remonter très loin dans l'arbre et on découvre des oncles et des cousins éloignés qu'on peut même retrouver sur Facebook. En plus, avec l'option Instant Discoveries, vous pouvez mettre à jour votre arbre en un clic. Si un membre de votre famille a déjà un compte, le site vous proposera de compléter vos arbres mutuellement ou même de rentrer en contact. Surtout, vous pouvez en parler à vos proches, faire découvrir des choses à vos grands-parents. Il y a une IA qui permet de réparer ou de coloriser les photos, ça leur fait trop plaisir. Perso, j'ai longtemps discuté avec ma mère des découvertes que j'ai faites sur le site, j'ai appris plein de choses. Alors vous aussi, venez construire votre arbre généalogique super simplement en cliquant sur le lien en description. Profitez de 14 jours gratuits pour tester l'intégralité des fonctionnalités du site. La Violencia. À 13h05, Jorge Eliezer Gaitán est assassiné à la sortie de son bureau. 3 balles dans le corps. Le tueur est pourchassé dans la rue par ceux qui ont assisté à la scène. Il est battu à mort par une foule en colère. On ne saura jamais qui a commandité le crime. Jorge Eliezer Gaitán, l'homme qui vient de se faire tirer dessus, c'est pas n'importe qui. Depuis quelques années, c'est l'homme politique le plus influent du pays, celui qui donne de l'espoir aux Colombiens. C'est l'enfant du peuple, qui les protège contre la classe politique dominante. Il est pour l'éducation, les services publics, c'est la seule force d'opposition aux partis ancestraux qui dirigent le pays. S'il n'était pas mort, il aurait gagné les élections. Il n'était pas parfait, mais il incarnait un idéal. Alors, quand il se fait tuer de sang-froid en pleine rue, le peuple devient fou. Il y voit une ultime provocation. Naturellement, la situation dégénère en émeute, et les émeutes se transforment en guerre. Une guerre politique qui va faire entre 200 et 300 000 morts et des millions de déplacés. On appelle cette période la Violencia. Elle se termine par un coup d'état de l'armée dans une tentative de stabiliser le pays. Un accord est trouvé, les deux grands partis politiques vont s'allier et diriger le pays chacun leur tour. Alors ça évite de continuer le bain de sang, mais ça plaît pas à tout le monde. En particulier les groupes communistes qui refusent de poser les armes tant que leurs revendications sociales ne seront pas entendues. Vous vous doutez bien qu'on est obligé de résumer un peu la situation. On parle quand même de 60 ans de conflits armés avec certains épisodes particulièrement violents, notamment des massacres de civils utilisés pour gonfler les chiffres de la guerre, et on n'a même pas évoqué l'influence des USA. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle, la Colombie, c'est un pays qui côtoie la violence et la mort au quotidien. Dans les zones urbaines, des millions de déplacés se retrouvent en marge et le crime se développe. Dans le reste du pays, c'est la pauvreté et les guérillas qui règnent en maître. Alors, comment on fait dans ce contexte si particulier pour empêcher des gens de profiter de la situation, de remarquer des morts plus suspectes que d'autres, de traquer un criminel parmi des centaines? C'est simple, on ne peut pas. Daniel Carmaro Barbosa, le sadique. Son histoire, c'est celle d'un homme qui déteste les femmes.
Sa belle-mère d'abord, qui désirait tellement avoir une fille sans pouvoir en avoir qu'elle lui mettait des robes pour l'envoyer à l'école et changer son prénom. Puis sa première épouse qui va le tromper 3 ans après le mariage. Et enfin sa seconde petite amie, Esperanza, qui lui avait dit qu'elle était vierge, alors que ce n'était pas le cas. Barbossa et son esprit dérangé prennent alors une décision. Pour se faire pardonner, Esperanza va l'aider à obtenir ce qu'elle ne peut pas lui offrir. C'est ça, sa justification pour les actes horribles qu'il va commettre. Ensemble, ils deviennent partenaires de crime. Barbossa se faisait passer pour un agent de sécurité et arrêtait des gamines en les accusant de vol. Puis Esperanza arrivait pour prendre leur défense. Ensemble, ils les droguaient, ils abusaient d'elles et les relâchaient. La 5e victime va réaliser ce qui lui arrive et les dénoncer à la police. Ils sont vite arrêtés, Barbossa prend 8 ans de prison. Il va purger sa peine, mais ça n'aura aucun effet positif sur ses actions futures. Au contraire, si Barbossa retient bien une leçon de ce premier séjour en prison, c'est que, sans témoin, il n'aurait jamais fini derrière les barreaux. Alors, peu de temps après sa libération, alors qu'il a trouvé un job de vendeur, une petite fille de 9 ans entre dans le magasin. Cette fois, il la tue. Il est capturé par les autorités le lendemain après être venu sur le lieu du crime, sûrement pour cacher le corps. Cette fois, Barbossa prend 25 ans. Il est envoyé au pénitencier de Gorgona, une sorte d'Alcatraz colombienne, isolée sur une île au large des côtes. Mais après 10 ans d'emprisonnement, Barbossa réalise l'impossible. Il s'échappe seul. Il a construit un canot de fortune à l'abri des regards, étudié les courants et a profité d'un moment d'inattention pour se jeter à l'eau. Il va rester 3 jours en mer avant d'atteindre la rive. Comme les autorités ne retrouvent ni son embarcation ni son corps, ils sont convaincus qu'il est mort en mer. Mais en réalité, le monstre est dans la nature. Il s'installe dans la ville de Guayaquil en Équateur et commence son massacre. En l'espace de 2 ans, il va faire au moins 50 victimes, toujours des jeunes filles. Il les attira en se faisant passer pour un pasteur et en leur promettant de l'argent si elles acceptaient de l'aider. Il y avait tellement de corps que les autorités pensaient que c'était un groupe qui opérait. Mais non, juste un homme de 1m65 qui dormait dans le parc de la ville. Il est arrêté en 86, quelques minutes seulement après avoir tué la petite Elisabeth. La police le trouvait suspect. Dans sa mallette, on retrouve ses vêtements et ceux de la victime ensanglantée. Également une copie de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Il reconnaît 71 crimes, même si on suppose qu'il en a fait bien plus. La police retrouvera de nombreux corps démembrés, parfois massacrés à la machette. Barbossa ne montrera jamais aucun remords et aidera même à identifier les victimes, se rappelant d'elles avec une précision effroyable. Il sera condamné à 16 ans de prison, la peine maximale à l'époque. Le 13 novembre 1994, un autre détenu, Giovanni Arsencio, entre dans sa cellule. Il le jette à terre et lui dit « L'heure de la vengeance a sonné », avant de le poignarder 8 fois. Il essaye de l'égorger, mais comme il n'y arrive pas, il lui tranche les oreilles et le regarde saigner à mort. Barbossa venait de se faire exécuter par le neveu d'une de ses victimes. Pedro Lopez, le monstre des Andes. Né d'une mère travailleuse du sexe et d'un père mort 6 mois avant sa naissance durant la violencia, Pedro Lopez se fait jeter de chez lui à l'âge de 8 ans après avoir tenté de toucher sa sœur. Dans la rue, il va se faire agresser sexuellement par plusieurs hommes abusant de son jeune âge, avant de rejoindre un gang d'enfants où il apprendra à consommer de la cocaïne et à se battre au couteau. Quelque temps plus tard, un couple d'Américains le sort de la rue et l'emmène dans un orphelinat, dont il finira par s'échapper à 12 ans après s'être fait violer par un professeur. Retour à la rue. Vers 18 ans, il se fait arrêter pour vol de voiture. C'est comme ça qu'il survivait. En prison, il se fait violer à nouveau par un groupe d'hommes. D'après ses propres dires, il se vengera d'eux en les plantant au couteau. À sa sortie de prison, il a 30 ans. Il se met alors à vagabonder dans toute l'Amérique du Sud, chasse, abuse et tue des jeunes filles. Il vise en priorité celles qui viennent de petits villages, sans moyens financiers. Celles qui ont le regard le plus innocent. On ne sait pas exactement combien de victimes il va faire, mais d'après ses propres dires, une centaine. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il va se faire attraper par une tribu péruvienne en tentant de kidnapper une jeune fille. Sa sentence, se faire enterrer vivant. Son histoire aurait pu s'arrêter là, mais un missionnaire européen va les en dissuader, et à la place, il sera livré aux autorités qui vont le renvoyer en Colombie. Si seulement ils avaient su qui était entre leurs mains,
peut-être que la suite de l'histoire ne serait jamais arrivée. Pedro Lopez va continuer sa série macabre, tuant à tour de bras ce qu'il trouve, notamment en Équateur, où il va résider dans la région d'Ambato. Les habitants se rendent bien compte qu'un nombre anormal de jeunes filles disparaissent, mais on met ça sur le dos du trafic d'humains et sexuels. Ouais, c'est pour ça qu'il a pu agir aussi longtemps. La disparition d'une enfant à l'époque, ça pouvait être banal. Mais un jour, une inondation va faire de nombreuses victimes et forcer les autorités à comparer les corps retrouvés avec les dossiers des disparus. C'est comme ça qu'il tombe sur les cadavres de 4 jeunes filles disparues et enterrées avant l'inondation. Là, la situation avait changé. Quelques jours seulement après les faits, Pedro tente de kidnapper une jeune fille qui faisait le marché avec sa mère. Les cris alertent la police, qui arrête le monstre. Très vite, ils font le lien entre lui et les cadavres retrouvés. Mais l'homme refuse d'avouer. Il restera muet devant les multiples tentatives de la police. C'est là qu'ils ont l'idée d'utiliser la foi du coupable. Ils demandent à un pasteur de se faire passer pour un détenu et le font entrer dans sa cellule. La technique fonctionne. Pedro confesse ses crimes et même l'emplacement des corps. Grâce à ça, la police est en mesure de retrouver plus de 50 corps. Au total, on lui attribue la mort de 110 jeunes filles. Lui affirme en avoir tué plus de 200. Exactement comme Barbosa, il sera condamné à 16 ans de prison, la peine maximale en Équateur à l'époque. Il va faire 14 ans avant d'être relâché et remis directement aux autorités colombiennes pour être jugé à nouveau. Malheureusement, le procès n'amènera à rien. Pedro sera déclaré fou et envoyé en hôpital psychiatrique. Il y restera seulement 4 ans avant d'être autorisé à sortir contre la promesse de régulièrement se présenter aux autorités. Il ne le fera jamais et disparaît aussitôt. On n'entendra plus parler du monstre des Andes. Plusieurs fois dans les années qui ont suivi, on va suspecter certains crimes d'être les siens. Il y aura même un mandat d'Interpol à un moment, mais on va jamais retrouver sa trace. Aujourd'hui, s'il est encore en vie, il a 75 ans et personne ne sait où il se trouve. Louis Garavito. Vous l'aurez remarqué, dans un monde comme celui-là, les premières victimes de cette violence, ce sont les enfants. Bien sûr, avoir une vie horrible, ça ne justifie pas de soi-même faire du mal. Par contre, certaines histoires commencent tellement de manière horrible qu'on ne s'étonne pas du chemin qu'elles prennent. Pour reconstruire la jeunesse de Louis Garavito, on a surtout ses propres témoignages qu'il donnera après son arrestation, donc certains éléments peuvent être contestés. Mais c'est comme ça qu'il explique sa vie. C'est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants qui va se construire dans les conditions les plus écœurantes possibles. Son père était extrêmement violent avec sa mère, la maltraitait et l'humiliait continuellement. En plus, dans sa jeunesse, Louis sera violé par plusieurs connaissances, notamment un ami proche de la famille qui en profitera pour le torturer physiquement. Ça va durer des années. Ça va complètement détruire son esprit et son rapport au monde. Il commet sa première agression sexuelle à 12 ans et c'est possible qu'il ait aussi abusé de ses frères et sœurs. Ado, il arrête l'école pour travailler, sombre dans l'alcool et multiplie les agressions, spécifiquement sur des jeunes garçons. Un jour, son père le découvre et lui reproche d'avoir agressé un mec et pas une fille. Alors, il le dégage de la maison. Il va bien aller voir des psychiatres, se rendre aux alcooliques anonymes, mais ça n'aura aucun impact. Plus le temps passe et plus il sombre dans un cycle de haine, de violence et de perversion malsaine. Il commence par satisfaire ses pulsions, en devenant un client régulier d'enfants qui vendent leur corps pour survivre. La situation en Colombie ne laissait pas toujours le choix à ceux qui n'avaient rien. Il finit par se rendre compte que ce qu'il préfère, c'est faire du mal. La torture, c'est presque excitant pour lui. Les lames de rasoir et les briquets deviennent ses outils. Il n'a même plus besoin de payer pour passer à l'acte. Il peut simplement s'en prendre à des gosses solitaires qui vivent dans le magasin où il travaille ou qu'il trouve dans la rue. Il y a un témoignage célèbre qui décrit la violence de ses actes, c'est celui de William Trujillo. Il avait 9 ans au moment où Louis s'en prend à lui. Yo pasé temprano y vi unos niños jugando con cartones, se sentaban en el cartón y se resbalaban. Y cuando me senté para resbalarme fue que sentí la mano. No voy a gritar ni voy a hacer nada porque lo mato. Il sombre dans tout ce qui peut justifier ses actes. Il essaye de trouver la rédemption dans la religion, pratique des rituels satanistes et deviendra même fan d'Hitler. Il le considère comme un homme humilié qui a pris sa vengeance en accédant au pouvoir. Il aimerait faire pareil. Il a un peu de faces qui s'affrontent continuellement. D'un côté, il réalise qu'il est un monstre absolu. Il cherche à justifier ses actions ou se punir. D'ailleurs, il va tenter de nombreuses fois de mettre fin à ses jours. Mais de l'autre, il est absolument incapable
incapable de s'arrêter. Complètement impuni, vivant dans un pays où la souffrance des enfants est un quotidien, on pense qu'à l'âge de 35 ans, il avait déjà torturé et abusé de plus de 200 enfants. Et vous savez quoi? Après autant d'horreurs, il a commencé à s'en lasser. Torturer, c'était plus suffisant. Alors il est passé à l'étape suivante. Un jour d'octobre 92, alors qu'il boit, il remarque Juan Carlos, un enfant de 13 ans qui se balade seul. Ça sera sa première victime. Il le suit discrètement, achète en route un couteau de boucher et une corde synthétique. Ensuite, il n'y avait plus qu'à interpeller l'enfant, lui proposer de l'argent pour un boulot fictif et l'emmener dans un endroit où personne l'entendrait. Même pour un gamin suspicieux, la perspective de gagner de l'argent à cette période sombre suffisait à convaincre. L'enfant ne survivra pas à cette rencontre. C'est avec la même méthode qu'il va continuer ses crimes odieux, à une vitesse absurde. À cause de la guerre civile, les disparitions d'enfants n'étaient pas toujours signalées. Pas évident de relier les crimes entre eux. Mais il y a deux événements qui vont sonner sa fin. D'abord, il y a la découverte des charniers où il chassait ses victimes. Quand on retrouvait des cas isolés, ça voulait pas forcément dire grand chose. Mais là, en un laps de temps très court, la police découvre plusieurs fosses communes remplies de cadavres d'enfants. Jusqu'à 25, entassés au fond d'un ravin. Tout de suite, la théorie la plus probable, c'est celle d'un culte satanique ou quelque chose dans le genre. Les corps sont dans un état inimaginable, je vous épargne la description des tortures. Sachez juste qu'ils ont beaucoup souffert. On lance alors une opération de recherche à grande échelle. Il y a un lien entre les victimes. Et c'est là que les pièces du puzzle s'assemblent. En comparant les meurtres, la police commence à trouver un pattern et se demande si ça serait pas l'œuvre d'une seule et unique personne. Puis en 98, Louis Garavito produit un incendie pendant une agression. Dans sa fuite, il va laisser derrière lui une flopée d'indices qui va permettre à la police de dresser un portrait du tueur. On retrouve ses lunettes qui permettent de déterminer son âge. Grâce à ses chaussures, on connaît sa taille et on sait qu'il boite. À force de recouper les informations, d'éliminer des coupables potentiels et même d'emprisonner à tort des gens, Garavito devient le suspect numéro 1. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour le retrouver. L'homme voyage beaucoup, sous de nombreuses identités, mais c'est le hasard qui va l'envoyer derrière les barreaux. Alors qu'il commet une énième agression sur un enfant, quelqu'un remarque la scène et lui jette des pierres pour l'arrêter. La victime se libère et prévient les autorités qui le retrouvent facilement. C'est au commissariat qui réalise qu'entre leurs mains se tient l'homme le plus dangereux de la Colombie. Il ne tuera plus jamais. S'il nie en bloc au départ, devant l'accumulation de preuves, il craque. Il finira par confesser plus de 140 meurtres, donnant des détails sur les conditions et les lieux des crimes. Pour certains, le compte dépassait en vérité les 300, alors qu'il avait tué pendant seulement 6 ans. Ça veut dire presque un mort par semaine. Le nombre est absolument astronomique. Le pire dans tout ça, c'est qu'il va reconnaître qu'au bout d'un moment, tuer ne l'amusait presque plus. Il trouvait ça trop facile de piéger des enfants. Au total, il va prendre 40 ans. Parce qu'il n'y a pas de peine cumulative en Colombie, donc il est condamné uniquement pour l'infraction la plus grave. Sinon, il aurait dû écoper de plus d'1 millier d'années derrière les barreaux. Il va donner un nombre incalculable d'interviews reconnaissant la plupart de ses crimes, se faisant souvent passer pour une victime de la société et de sa famille. Mais impossible de se demander s'il ne fait pas ça juste pour attirer la compassion. Après tout, des enfants qui ont souffert en Colombie, il y en a eu. Beaucoup, mais qu'un seul, Louis Garavito. En 2023, il aurait pu tenter de sortir pour bonne conduite. Heureusement pour le reste du monde, il meurt la même année, à 66 ans. Merci infiniment à MyHeritage pour leur soutien. Vous aussi, construisez votre arbre généalogique en quelques clics grâce au lien en description.